Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui à ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la campagne Roulant électrique, qui est donc une campagne de sensibilisation et de promotion du véhicule électrique coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous David Ménard, chargé Bonjour. chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant. Donc aujourd'hui, il va aborder les différents éléments à considérer lors de l'acquisition d'un pick-up électrique commercial. Donc avant de commencer, en fait, on va vous encourager à poser vos questions dans le Q&R qui est situé en bas de votre écran. Puis on va répondre aux questions à la fin. On aura une période pour ça. Sans plus tarder, je te laisse la parole, David. Puis bon webinaire. Oui, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire éclair-là. Il y a beaucoup d'informations qui vont se passer durant la prochaine demi-heure aussi. Là. On va se prendre un peu de temps pour les questions aussi. Ah, fait que, en gros, oui, c'est ça, je suis David Ménard, je suis ingénieur chargé de projet aussi. Je travaille à l'Institut du véhicule innovant. En gros, on est un centre de recherche appliqué à but non lucratif. On supporte les entreprises pour développer des technologies reliées aux véhicules routiers, agricoles, maritimes, aériens. En gros, on est un groupe d'ingénieurs et techniciens qu'on est vraiment passionnés dans notre domaine, là, puis on travaille des technologies embryonnaires qui sont émergentes, jusqu'à des technologies plus matures. On fait de la recherche, du prototypage, analyse, jusqu'à la démonstration de flotte de véhicules. Fait que, véhicules autonomes, véhicules électriques, véhicules connectés, c'est pas mal notre domaine chez nous. Fait que oui, c'est ça, sujet à l'horaire aujourd'hui. On va parler de besoins et missions du pick-up. On va parler par la suite le cycle de vie, et coût total de possession. On va parler d'autonomie, comment tous les facteurs peuvent affecter notre autonomie, surtout dans un pick-up, l'offre actuelle, les concepts, puis les concepts généraux importants. Alors, oui, c'est ça. J'aime bien commencer par les besoins et missions du pick-up. Puis là, je commence avec un petit post-it assez intéressant. Je dis attention au piège. L'électrification est souvent utilisée comme un argument pour justifier l'augmentation de la taille des véhicules, même lorsque cela n'est pas nécessaire. Évidemment, c'est pour ça. Je veux commencer vraiment à mettre la table ici. Je veux parler de besoins aussi. Fait que, tu sais, je vais vous amener à poser vos questions. Fait que, tu sais, quelles sont vos motivations à votre organisation d'aller vers le pick-up électrique? C'est une question d'environnement, argent, est-ce que c'est une question d'image ou vraiment, tu sais, ou plein d'autres choses au niveau outils? Fait que, quelles sont les missions les plus exigeantes de l'année et quelles sont les fréquences, à quelle fréquence se produisent-elles? Fait que, bref, quelles sont vos journées typiques? Puis là, je mets un petit peu d'humour dans ce petit post-it-là. Là. Faites-vous réellement 1000 km par jour à 120 km/h, l'hiver à -30, durant une tempête de neige, attirant une remorque à 10 000 livres sans arrêt à tous les jours? On va comprendre que c'est quelque chose on va comprendre que que statistiquement, c'est peu probable que ça arrive. Là. Fait que, ben, tu sais, aussi, jamais vos questions, avez-vous réellement besoin de pick-up dans votre flotte? Puis, est-ce que votre organisation et vos chauffeurs sont-ils prêts à passer à l'électrique? Euh, j'ai rajouté une petite idée ici aussi qui peut être assez intéressante tu sais, si vous avez déjà des pick-up à essence qui sont fonctionnels aussi, tu sais, on parle beaucoup d'électrification et tout. Je vais vous lire ça directement. Dans le fond, savez-vous que dans certains cas, il serait avantageux, tant sur le plan environnemental que financier, de garder et réserver l'usage de votre pick-up à essence aux besoins ponctuels réels, disons, c'est-à-dire 10%, disons, et d'opter pour l'ajout d'une petite voiture électrique pour les déplacements quotidiens et petites cargaisons. Ici, là, 90%. Fait que là, c'est vraiment weird de dire, on va se dire, hey, on passe à deux véhicules, puis on va être avantagé financier et environnement. Dans certains cas, ça pourrait être possible. Fait que ça pourrait être intéressant de commencer à faire des calculs comme ça. Euh, bon, je vais parler justement de coût de cycle de vie total, de cycle de vie et coût total de possession. Puis aussi, j'aime bien les statistiques ici. Là, on parle de 43% des émissions des GES au Québec, ce qui en fait un secteur d'activité le plus polluant de la province de Québec. Bon.
spécifiquement aujourd'hui, là, pour la comparaison, ici, pour l'analyse de cycle de vie et coût total de possession, j'ai deux Ford de Lightning de version XLT ici que je veux juste comparer rapidement, en fait. Fait que, tu sais, sont les mêmes dimensions, c'est la même plateforme, ils ont même, tu sais, les options très égaux. Fait que c'était juste c'était très intéressant côté analyse. Fait que, en gros, si on regarde les graphiques qui sont à l'écran, on arrive sur un cycle de vie complet. Si on parle de la fabrication, de l'utilisation jusqu'à sa vie utile, jusqu'à la ferraille. Si on donne comme hypothèse qu'on est 25 000 km par année, on parle de 250 000 km à travers 10 ans, on est à peu près 5 fois moins, on émet à peu près 5 fois moins d'émissions sur l'ensemble de cycle de vie complet, ce qui n'est pas négligeable. Si on parle surtout d'utilisation au Québec ici, on est chanceux ici avec nos barrages hydroélectriques. Notre point d'équivalence est à peu près à 20 000 km, 0,8 ans, on sauve 80 tonnes de CO2. Puis une petite information ici, là, pour faire une analyse de cycle de vie, puis tout, là, ça demande beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'informations, puis tout, à l'intérieur de ce document de présentation-là qui va être partagé par la suite. Vous allez avoir accès à toutes ces informations-là qui sont en bas pour mieux comprendre un peu ces analyses qui ont été effectuées. Pour le coût total de possession, ce qu'on appelle le CTP, la version électrique serait après 10 ans, à peu près 30 moins coûteuse sur une période de 10 ans. Fait que, on parle le point d'équivalence autour de 84 500 km ou 3,4 ans. 4 ans. C'est intéressant. On parle de 43 sous du kilomètre essence et 31 dollars, pas 31 dollars, 31 sous du kilomètre pour la version électrique. Évidemment, merci beaucoup aux subventions qui nous aident vraiment à avoir les subventions aujourd'hui qui nous aident vraiment à aller chercher vraiment ce gain-là. Ici aussi, ce graphique-là, vous allez dire, OK, ben pourquoi j'ai un petit kick par en bas ici, là, sur ces graphiques-là? C'est normal. On parle de valeur résiduelle du véhicule. Dans l'analyse que j'ai faite, j'ai à peu près 35 du coût résiduel sur la version à gaz et 25 de coût résiduel pour la version électrique. Fait qu'on je veux dire, la valeur après 10 ans pourrait être moins grande, mettons, pour la version électrique. Malgré ça, on est quand même avantagé sur le coût total de possession. Fait que, évidemment, je vais faire un petit tour sur les subventions qui sont aujourd'hui. Écoute, on parle de, tu sais, au Québec, il y a 7 000 je pense que la plupart le savent déjà. Tu sais, on a 7 000 programme Rouler vert, qui sont pour les particuliers, les entreprises, 10 000 éco-camionnage pour les entreprises seulement. Puis on a 5 000 sur le programme IVZE qui est canadien. Euh, je vais, je vais faire un petit astérix là-dessus. Là. Je vais vous demander de faire attention vraiment à tout ça, de toujours vérifier les subventions vraiment applicables avant de vos achats. La première chose, c'est que les manufacturiers genre, modifient régulièrement leur PDSF pour suivre le marché. Les options, les versions d'un même véhicule changent vraiment régulièrement. Puis les listes officielles des véhicules admissibles peuvent prendre un certain temps avant d'être mises à jour. Tu sais, sur les sites du gouvernement aussi. Fait que c'est toujours de dire au moment de faire l'achat, de vérifier que vraiment que ça soit vraiment éligible. C'est vraiment important. Ici, j'ai mis un petit lien aussi là, que vous allez pouvoir aller. Là, sur le programme, sur Rouleau électrique, le site. Il y a une page qui explique vraiment toutes les subventions, puis avec des liens vers le gouvernement aussi. C'est vraiment bien fait aussi, là. Moi, pour monter cette présentation-là, je m'en suis grandement servi d'ailleurs, là. Fait que, autonomie, une partie que j'aime beaucoup. Moi, je suis une personne plus technique, je suis ingénieur aussi, là. Fait que j'aime parler un peu plus de technique pour dire, OK, mais tu sais, un pick-up, ça mange quoi en hiver? Tu sais, je veux dire, ça a des missions vraiment différentes d'un véhicule. Fait que si on compare l'autonomie réelle versus EPA sur un véhicule neuf. Le PA, juste pour faire une histoire courte, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la référence américaine sur la consommation de l'économie d'énergie des véhicules disponibles sur le marché. Puis, c'est ça. Ici, nous autres, à l'IVI, à l'Institut du véhicule innovant, ici, on a analysé techniquement plusieurs flottes de véhicules électriques dans différents secteurs, dont notre projet qui existe présentement de démonstration de véhicules camions lourds aussi. On les instrumente, puis on sort vraiment plein de données utiles.
Puis on a fait des rapports par rapport à ça. Puis on le sait que, tu sais, dans les pires conditions, si on regarde la deuxième ligne ici, dans les pires conditions, on parle de quelques journées, surtout en hiver, ça peut aller de 50 à 80%. Oui, 50% dans certains cas. Évidemment, cet hiver, on a eu quelque chose d'assez léger. On va dire merci au réchauffement climatique. Je dis ça avec humour, bien sûr. Pour, pour ce genre de truc-là, on n'a pas eu un hiver très froid. Mais dans certains cas, tu sais, si on a du moins 25, moins 30 aussi, là, attendez-vous à quand même à des conditions extrêmes aussi sur la consommation. Ce qui est intéressant aussi, là, je vais parler de remorquage. C'est quoi l'autonomie quand on fait du remorquage aussi? On peut s'attendre, s'il fait 21 degrés, on est l'été, puis on va utiliser une grande remorque de 20 pieds à 10 000 livres qu'on va tirer en arrière avec des gros équipements au maximum de la charge utile. On peut s'attendre aussi à descendre à 50 de, 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 du range de l'autonomie qui est déjà affiché là-dessus, peut aller jusqu'à 80. Mais c'est bien de comprendre qu'on peut être dans ce range-là. Et évidemment, si on vient aligner les planètes, puis qu'on est vraiment dans la période les plus froides de l'année, et on tire une recharge, genre une remorque complètement rechargée, évidemment, là, on va être entre 25 et à peu près 65. Là, évidemment, pour descendre à 25, il faut que c'est pas impossible qu'on peut aller là, mais c'est des choses qu'il va falloir, qu'il faut quand même y réfléchir. Tu sais, même dans un worst case scénario, désolé de l'anglicisme, tu sais, pour un Ford Lightning qui va avoir 515 km d'autonomie pour la grosse version, dans les conditions à 25 ça donne quand même 130 km d'autonomie qui pourrait remplir quand même certaines missions. Mais c'est des choses à évaluer. Et là, c'est la partie un peu plus ingénieur que j'aime bien en moi. C'est quoi les variables impactant l'autonomie? Évidemment, la plupart du monde le savent, mais c'est bien de leur mentionner. Fait que là, on parle de santé de batterie. La santé de batterie, on a une perte en moyenne de 2 à 3 par année pour une utilisation normale. Évidemment, d'un véhicule à l'autre, d'une batterie à l'autre, ça va varier. Tu vas en avoir qui vont avoir plus de dégradation, il va en avoir qui vont en avoir moins, mais c'est toujours bien d'avoir ça en tête. Fait que si on parle de certains kilométrages, on va perdre c'est à travers les années, ça aussi. La température extérieure. La température extérieure, évidemment, comme je vous ai dit ici, ça, c'est un petit graphique. J'avoue que c'est un peu petit pour vous, mais en gros, on peut voir un pic ici qui se fait au niveau du mois de janvier ici, là, pour les pires journées de l'année. Ça, c'est à considérer. La masse totale, si on vient loader le véhicule, on vient loader le pick-up, puis on remplit là-dessus, c'est sûr qu'il va avoir un impact. L'aérodynamisme. L'aérodynamisme, là, j'aime bien en parler parce que pour moi, l'aérodynamisme, c'est un des facteurs qui a le plus d'impact. On parle de surface frontale, si vous avez une grande remorque en arrière qui fait un grand mur là, ici, puis vous roulez sur l'autoroute, c'est sûr que ça va avoir un gros impact, là. Si vous avez une remorque qui est comme plus aérodynamique, ça va vous aider ici. Fait que c'est vraiment à considérer. C'est un des facteurs les plus importants à considérer là-dessus. Tu sais. Bon, la friction au sol, évidemment, tu sais, le type de roue, les pneus d'hiver, la pression des pneus, l'accumulation de sol. Si sur votre pick-up, vous mettez une pelle à neige, vous allez créer pas mal de friction au sol, l'autonomie va être affectée. Le type de conduite, évidemment, c'est des accélérations, décélérations aussi par rapport à ça. On pourrait ça va avoir un impact sur l'utilisation du frein mécanique et régénératif. Et évidemment, le dénivelé de la route. Si on s'en va sur la côte nord ou on s'en va un peu plus haut, puis il y a des grandes montagnes, il y a des grandes montées, évidemment, ça a vraiment un impact, là. Euh, on va y aller aujourd'hui par rapport à ça. C'est quoi l'offre actuelle aujourd'hui ici au Québec? Évidemment, là, je vais vous présenter quelques véhicules. Je ne les présente pas toutes, mais aujourd'hui, évidemment, on a un paquet de véhicules qui sont de luxe aujourd'hui. On parle oui, il y a du Rivian, il y a du Hummer de pick-up, il y a le controversé Tesla Cybertruck qui existe. C'est des véhicules probablement de luxe qui peut-être que ça pourrait être moins adapté pour l'image de certaines villes, par exemple, mais c'est bien de voir certaines spécifications qui sont associées. Pour les véhicules que j'ai marqués ici, mettons les derniers ici, c'est surtout des véhicules qui vont être disponibles, surtout en 2025. On va commencer à avoir les premiers véhicules probablement de livraison
cette année, à la fin de cette année. C'est le cas peut-être du Chevrolet Silverado EV. On va espérer pour le Sierra EV, pour le Ram 1500. Mais c'est ça, c'est des véhicules qui vont arriver vraiment en début d'année. Fait que c'est sûr, si on a réservé le véhicule il y a très longtemps, ça peut aider pour accélérer. Mais on va se dire les vraies choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus disponible? C'est l'F-150 Lightning. De loin. Vous allez sûrement en avoir beaucoup sur la route, là. Il y en a énormément. Fait que pour faire une histoire courte ici, je montre un peu où est-ce qu'il se retrouve ici. Tu sais, on parle de PDS-7 qui commence quand même assez bas ici, à 61 000 aussi pour la petite version. Tu sais, on parle de charge utile aussi qui va autour de 2 000, le remorquage qui va jusqu'à 10 000 livres aussi. Puis ça, c'est pour la plupart des véhicules. Là, j'ai overlappé aussi les autres couleurs ici. Là. Vous pouvez regarder ça à tête reposée. Par la suite, c'est des informations. Tu sais, c'est juste pour montrer où est-ce que les autres véhicules se situent. Fait que oui, le F-150 qui est très disponible aujourd'hui. On va s'attendre que les Chevrolet et les GMC et Ram arrivent et viennent compétitionner quand même le Ford F-150 euh, prochainement. Fonctionnalité bonus qui est aussi intéressante, c'est vraiment un générateur de puissance. On a une génératrice électrique à bord qui peut aller jusqu'à 10 kW, 9,6 sur l'F-150 Lightning, 11,5 sur le Cybertruck. C'est vraiment intéressant là-dessus. Là. Aussi, un autre point aussi à mentionner, les boîtes moins de 6 pieds sont les seules disponibles sur le marché des pick-up électriques neufs. Si vous avez plus d'équipement ou vous avez des saleuses, des affaires de même, c'est à considérer dans le choix. Évidemment, si on veut avoir des boîtes de 8 pieds existantes aujourd'hui encore au Québec, on a les conversions électriques. Les conversions électriques, on a des boîtes que vous pouvez utiliser, de vieux pick-up aussi qu'on va convertir. Euh, Quand on fait une conversion, on a des meilleurs cycles de vie sur l'environnement que celui d'un véhicule neuf. Euh, Fait que l'autonomie est option adaptée aux besoins. Compagnies comme Ngenex font des produits homologués ici au Québec, disponibles aujourd'hui aussi. Là, ça serait quand même assez intéressant. C'est comme bon à le mentionner aussi. Là. Concept généralement pour une première ébauche d'un plan d'électrification. Le temps file, je vais aller essayer d'en parler assez vite. Ce qui est important, quand on veut commencer à faire un plan d'électrification, peu importe votre organisation, tu sais, c'est de comprendre la flotte. Qu'est-ce que vous opérez comme flotte? Fait qu'avoir les données télématiques de vos véhicules, comment vous opérez, c'est quoi la distance des trajets? Commencez à faire des statistiques, là. Tu sais, de dire c'est quoi les distances quotidiennes que vous allez faire, les durées d'emplacement des arrêts à la vitesse moyenne, les dénivelés typiques. Du côté pick-up aussi, tu sais, on va aller chercher c'est quoi les charges utiles, on va aller chercher le remorquage requis, les ajouts d'outils qui peuvent affecter l'autonomie. C'est avec tout ça, on va être capable d'aller chercher l'information qu'on veut. Là. Fait que, ici, c'est rapidement, on veut parler de bonnes pratiques ici. On charge le véhicule durant la nuit. On part à 100% les matins ou les chiffres de travail. Toujours laisser le brancher le véhicule aussitôt que c'est possible, durant les pauses, durant le dîner le plus possible. Ça peut avoir une grosse différence à la fin, le pourcentage restant de batterie en fin de journée. On parle ici surtout de bonnes pratiques. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que dans des journées atypiques, évidemment, qu'il y ait des bris de borne, des pannes locales où on décide d'aller vraiment beaucoup plus loin pour des missions un peu plus loin, il existe, merci à l'infrastructure de recharge rapide au Québec, ici, le circuit électrique, puis d'autres bornes privées, il existe une panoplie de bornes rapides qui existent ici. Il y a un planificateur de circuits électriques qui ont sorti aussi, super intéressant aussi à aller chercher si on veut aller un peu plus loin. Fait qu'on peut vraiment se déplacer partout au Québec. Puis ce qui est intéressant, je tenais à le mentionner aussi, c'est qu'il y a des fils disponibles qui sont sur l'application de circuit électrique. Recharge avec remorque. Fait que c'est vraiment intéressant si on veut filtrer les endroits qui sont disponibles. On y va avec ça. C'est vraiment intéressant. Fait que les points importants, tu sais, en cas de doute, réalisez un projet pilote, achetez-vous un véhicule où y aller, tu sais, si vous avez plusieurs, fait que impliquez plusieurs chauffeurs, faites des missions variées, faites les différents trajets, poussez la limite de la machine, vivez une tempête de neige à -25, c'est toujours une bonne idée. Faire participer vos chauffeurs le plus tôt possible dans le processus de transition. On s'attend à avoir tu sais, une borne par véhicule aussi. Les bornes niveau 2 sont à juste milieu. On parle de 11,5 kW, probablement un compromis. Ça peut aller jusqu'à 19,5
point 2 de kilowatts pour la quantité de puissance associée à chacune d'eux autres. Euh, les recharges rapides privées aussi compliquent significativement les projets. Je me fais rire moi-même. Fait que oui, fait que tu sais, tout ce qui est plus que 25 kilowatts, je pense pas que c'est nécessaire durant les pick-ups. Ça peut être difficile pour les plus gros véhicules. Les pick-ups, c'est moins nécessaire. Fait que, comme j'ai dit, familiarisez-vous avec les subventions en vigueur. La transition des véhicules électriques représente un véritable changement. Bien que répondre à tous les besoins puisse sembler un défi, l'électrification gagne en popularité et reste globalement bénéfique. Je vous ai bombardé d'informations de façon incroyable. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. Je vais laisser, je vais repartager la parole à Jade aussi, qui va pouvoir continuer aussi cette section-là. Là. Oui, merci. Ben, c'est ça en fait pour les organisations qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'électrification de leur parc de véhicules. En fait, sur notre site internet Roulant électrique, on a une section dédiée aux organisations où en fait vous trouverez des exemples de projets qui ont été réalisés par des municipalités, des organisations importantes. Ça parle aussi des étapes clés à considérer quand on veut entamer un projet d'électrification. Il y a aussi la liste des subventions. David a mentionné quelques-uns, vous pouvez aller les retrouver avec les liens. Puis il y a aussi d'autres ressources, par exemple pour se former et en apprendre plus sur le sujet. Donc on vous invite à aller consulter le tout. Sinon, Merci. Sinon, si vous voulez connaître en fait quels sont les différents modèles de véhicules électriques légers qui sont disponibles sur le marché, il y a plusieurs outils pour ça, dont la brochure et le catalogue en ligne roulant électrique. Donc pour le catalogue, en fait, vous pouvez aller filtrer selon vos besoins, donc selon le prix, l'autonomie par exemple, puis ça va vous sortir certains modèles qui répondent en fait à ces caractéristiques. Puis d'ailleurs, on tient à noter que dans les semaines à venir, on va rajouter les véhicules spécialisés. Donc, ce sera intéressant pour les organisations de voir, d'avoir un peu plus d'informations regroupées en une seule place. Oui, puis, oui. Puis par la suite aussi, il y a un outil qui est vraiment intéressant aussi pour ce qui s'en vient sur Autonomy. Ici, on a un outil qu'on peut aller voir qu'est-ce qui va exister dans les prochaines années aussi. Fait que, tu sais, déjà planifier un peu plus, avoir un visuel aussi de ce qui existe comme prochain véhicule électrique, surtout dans les pick-up, c'est vraiment intéressant. Là. Fait que oui, fait que, on est rendu déjà à la question et commentaires. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui avaient sorti de Catherine Bouliane. Les chaufferettes Habitac peut représenter 5 à 10 pour un kilowattheure impact en autonomie. Est-ce que la cabine existe en version courte, 2 places ou 5 places? Évidemment, c'est clair que le chauffage de cabine a vraiment un gros impact là-dessus. C'est vraiment à considérer. Aujourd'hui, ce qui existe sur le marché, évidemment, ils ont commencé à diminuer. C'est des habitats qui sont assez complets. C'est ça ce qui existe sur le marché. Évidemment, comme j'ai parlé de conversion électrique aussi de ce qui existe. Si on veut, il y a des manières aussi d'ajuster aussi le chauffage à l'intérieur, quitte à aller mettre une paroi qui pourrait couper la partie arrière pourrait être même une bonne idée, là. C'est bien d'être créatif dans certains cas, là. Euh, ouais. Sinon, j'ai Daniel ici. Est-ce que deux pick-up électriques peuvent se charger l'un sur l'autre? Il y en a un qui a besoin d'énergie. Bien sûr, évidemment, comme j'avais parlé, là, c'est une fonctionnalité qui est super utile aussi. Là, un générateur de puissance jusqu'à 10 kilowatts. On peut aller juste de 20. Tu mets un chargeur mobile et charger un autre véhicule avec. Fait que, oui, c'est vraiment intéressant pour ça, là. Qu'en est-il de la charge bidirectionnelle? Les pick-up peuvent-ils fournir de l'électricité à mon bâtiment en cas de panne électrique? Oui, absolument. C'est sûr qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Je pense que c'est le cas du F-150 aussi. Il y a les communications internes au niveau des connecteurs du CCS qui va te permettre d'aller, d'aller pouvoir parler à certaines bornes. Cela dit, aujourd'hui, ça te prend aussi une borne qui soit homologuée pour ça. Aujourd'hui, si on veut faire quelque chose qui est beaucoup plus, je te dirais, à jour, c'est vraiment d'utiliser vraiment les plugs qui sont déjà dédiés à ça. Fait que oui, tu te mets des rallonges aussi, puis tu peux être bidirectionnel et oui, tu peux fournir à ton bâtiment.
Euh, Comme j'ai dit, cela dit, ça va prendre des recharges qui sont homologuées là-dessus. Il y en existe. Puis d'ailleurs, peut-être que je peux même vous donner certaines références aussi par la suite. Si j'ai votre contact aussi, là, je pourrais les rajouter là. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres questions, Jade? Alors, on avait une autre question qui demandait est-ce qu'une présentation similaire est disponible pour les véhicules de type Transit Ford? Oui, ben, c'est sûr que moi, la présentation d'aujourd'hui était spécifiquement au pick-up. Mais oui, les transits, ce qui s'en vient pour les véhicules outils, c'est vraiment intéressant, les subventions qui sont associées à ça, absolument. Il faut regarder, mais aller sur le site Roulon électrique, là, il y a vraiment une panoplie d'informations à ce sujet-là. Évidemment, avec le temps qu'on avait, on s'est vraiment concentré sur les pick-up, là. C'était ça le but aujourd'hui, là. Fait que, Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être attendre encore quelques secondes, mais si on n'en voit pas qui se rajoute, on va peut-être ben, clôturer le webinaire. ben, c'est ça aussi, par la suite, comme j'ai dit, c'est un document qui va être partagé avec vous autres. Il y avait beaucoup d'informations, là. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi là-dessus. Puis, c'est ça. Par la suite aussi, pour savoir plus d'informations, il y a des hypothèses aussi, il y a les sources aussi que j'ai mis à l'intérieur de cette documentation-là que vous allez recevoir. Fait que c'est pas mal ça. Oui, ben, on n'a pas d'autres questions, donc on va clôturer le webinaire. On tenait à vous remercier pour votre présence, puis merci beaucoup David pour cette présentation très intéressante. Alors, bon, on espère que vous avez apprécié et que ça vous a aidé dans votre réflexion. Pour les questions, enfin pour tout ce qui est enregistrement du webinaire, la présentation, il y aura aussi un sondage d'appréciation. Ce sera envoyé par courriel demain. On vous invite à remplir le sondage qui va nous permettre en fait de guider et d'améliorer nos prochaines activités, qui sont d'ailleurs, comme vous voyez sur la présentation, un webinaire éclair donc, pour aider à faire la distinction entre les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Donc, ça aura lieu le 4 avril de 14 heures à 14h30. On a un autre webinaire le 2 mai à la même heure sur le recyclage des batteries et la réduction de leur empreinte écologique. Puis pour les organisations qui souhaitent être accompagnées dans leur projet d'électrification pour des besoins ponctuels, en fait, on a une collaboration, on a une banque d'heures avec l'IVI, l'Institut du véhicule innovant. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller nous contacter à l'adresse info@roulantelectrique.ca. Puis c'est ça, pour plus d'informations sur l'électrification d'un parc de véhicules, comme je l'avais mentionné plus tôt, vous pouvez aller regarder notre site internet roulantelectrique.ca ou nous écrire. Merci encore à tous. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Bonne journée.